Cette vidéo, c'est une interview de Augustin de Romanet. Augustin de Romanet, c'est un très haut fonctionnaire qui a commencé directeur de cabinet dans plusieurs ministères. Ensuite, il a été secrétaire adjoint de l'Élysée. C'est exactement ce que Macron avait fait avant d'être ministre de l'économie. Et ensuite, il a été président de la Caisse des dépôts et de consignations. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de malade. C'est genre l'organisme de finances qui gère tout l'argent de l'État, toutes les retraites, tous les trucs comme ça. Genre, ça pèse 166 milliards et c'est genre, ça a des participations dans des trucs de fou, quoi. Je vous recommande d'aller voir la liste que je mets dans la description de toutes leurs participations. C'est incroyable. Maintenant, il est président de tous les aéroports de Paris. Alors voilà, profitez bien. Alors effectivement, quels sont les livres que j'ai le plus offert dans ma vie? Il y a un livre que j'ai beaucoup offert, notamment lorsque j'étais dans l'administration, c'est un livre d'un philosophe qui s'appelle François Julien, qui s'appelle Éloge de l'efficacité. C'est un travail qui montre à quel point il y a deux voies pour arriver à ses fins. Pour résumer, la voie chinoise et la voie grecque. La voie grecque est une voie qui utilise la force, qui utilise la démonstration de puissance et qui souvent fait beaucoup de dégâts. Et la voie chinoise est une voie beaucoup plus discrète, qui ne mène le combat que lorsque les conditions du succès sont réunies et qui, au fond, permet de gagner la guerre avant même de l'avoir menée. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, sournois, diront les critiques. Et c'est une approche très intéressante parce qu'elle est très instructive et inspirante pour le management. Alors, quel est l'achat de 100 € qui a le plus marqué ma vie? Alors, pendant longtemps, alors malheureusement, je l'ai perdu, mais j'ai eu beaucoup de bénéfices à utiliser un bracelet compteur de pas. Ah oui. Puisque, au fond, pour être en bonne santé, il faut au minimum marcher beaucoup tous les jours. Et cette petite machine, qui coûte beaucoup moins de 100 €, m'a été très précieuse pendant quelques mois. Alors, est-ce que j'ai un échec préféré? Probablement non, puisque les échecs sont toujours sur le moment des épisodes dont on a un souvenir mitigé, mais néanmoins j'ai connu des vrais échecs, et une des leçons, je crois, qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est qu'un des secrets de l'existence, c'est de chasser l'illusion de la perte et du gain. Retenez bien cette phrase, chasser l'illusion de la perte et du gain. Lorsque vous gagnez quelque chose, vous n'êtes pas nécessairement plus heureux parce que vous allez tout de suite désirer autre chose. Lorsque vous perdez quelque chose, vous n'êtes pas forcément malheureux parce que ça va vous ouvrir plein d'autres opportunités. Et donc, je crois que de ces échecs, on ne s'en rend pas toujours compte lorsqu'on est jeune et qu'on débute dans la vie, mais de ces échecs, on tire toujours des immenses profits. Alors au fond, il y aurait deux idées. Vous ne m'en demandez qu'une. Donc la première que j'écrirais, c'est qu'une femme ou un homme est principalement riche de ce qu'il donne. Et que finalement, ça n'est qu'en donnant qu'on peut trouver un chemin qui vous épanouit. Hein. Il y a beaucoup de phrases, Simone Veil, Lao Tse, qui disent « le bonheur, c'est pas le chemin, mais c'est le chemin qui est le bonheur ». Ou c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. Enfin, il y a toutes sortes de présentations plus ou moins prétentieuses pour dire qu'en réalité, ce qui est très important, c'est la quantité de choses que l'on apporte à la société et la condition ou le parallèle, c'est l'importance du travail. Et c'est pour ça que si en fait vous ne m'offriez pas un panneau, mais un grand écran, je ferai défiler en permanence la fable du laboureur et de ses enfants, de La Fontaine, qui illustre la valeur du travail. D'accord. Vous en souvenez ou? De tête, non. Alors, quel serait le meilleur investissement que j'aurais fait dans ma vie? C'est une question très difficile, parce qu'il y a des investissements financiers, il y a des investissements personnels, il y a le conjoint que vous choisissez, les enfants que vous élevez, etc. Mais plus sérieusement, ou plutôt tout aussi sérieusement, puisque c'est peut-être un peu moins personnel, donc peut-être un peu plus facile à exprimer, je dirais que c'est la passion des livres. J'ai observé, et je continue à observer, que rien dans le monde n'existe de connu qui ne soit pas répertorié dans les livres. Et je crois que ce soit la littérature pour les sentiments des humains, que ce soit des romans historiques, que ce soit les livres de sciences, les livres d'histoire, les livres de sciences naturelles, de biologie, tout est dans les livres. Et c'est par la fréquentation assidue de la lecture, de la littérature, que l'on peut définitivement savoir que entre le complot et la bêtise dans la vie, il faut toujours choisir la bêtise. Je ne crois pas du tout à la théorie du complot. Je crois que les théories du complot sont les théories
d'esprit faible, et que en étant amoureux des livres, on a un triple bénéfice: le divertissement au sens pascalien du terme, la connaissance qui vous permet d'améliorer la vie des autres et la vôtre, et la sérénité qui vous enlève définitivement de l'esprit l'idée qu'il pourrait y avoir une théorie du complot. En termes de croyance, c'est probablement cette phrase que je vous citais au début de notre entretien sur le fait de pourchasser l'illusion de la perte et du gain. En termes d'habitude, c'est peut-être celle de faire entre 10 à 20 minutes de sport tous les matins, qu'il vente ou qu'il pleuve. Et le troisième aspect, c'était quoi? C'est en comportement. En comportement, qu'est-ce qui a le plus changé ma vie depuis 5 ans? C'est la conviction que il faut aller jusqu'au bout de ses objectifs, quoi qu'il vous en coûte. Et dans quelques dossiers professionnels, j'ai été amené à mettre l'existence même de ma survie dans mon poste en jeu pour des objectifs auxquels je croyais. Et je crois que ça m'a donné la liberté de gagner finalement les combats. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je crois profondément et que je partage avec d'autres personnes? Ça serait prétentieux de le dire. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a des choses qui me passionnent, dont je m'aperçois qu'elles passionnent assez peu de monde. Par exemple, l'histoire. Récemment, je faisais une conférence à des directeurs des ressources humaines de grandes entreprises françaises et je leur ai demandé quelle avait été la cause du déclenchement de la guerre de 1870, qui est un événement crucial pour le XXe siècle, puisqu'au fond, c'est de la guerre de 70 que sont nées les conditions qui ont permis la guerre de 14 et la guerre de 40. Et bien, sur 80 directeurs des ressources humaines qui étaient présents dans la salle, aucun ne connaissait ce qui, pour moi, est une des choses les plus importantes de l'histoire de notre pays, c'est-à-dire la bêtise qui a conduit au déclenchement de la guerre de 70. Donc, j'ai peut-être de façon un peu plus développée que d'autres le goût du long terme, à la fois pour la projection dans le futur et la recherche des racines dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut dire à un étudiant qui débute dans la vie? On peut d'abord lui dire qu'il faut qu'il choisisse un domaine dans lequel, pour lui, le travail est presque un loisir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il choisisse une activité professionnelle dans laquelle il est heureux, parce qu'on ne peut être créatif, je dirais même qu'on ne peut être artiste dans son travail, qu'à condition de maîtriser parfaitement les bases et la technique. Picasso n'a été le Picasso génial que parce qu'il maîtrisait magnifiquement toutes les bases de son art, et on peut le dire dans toutes les disciplines, la musique, la sculpture, le sport naturellement. Et dans la vie professionnelle en général, il n'est pas possible d'être heureux pleinement sans être créatif. Pour être créatif, il faut avoir beaucoup travaillé, et pour beaucoup travailler, il faut être heureux dans ce qu'on fait. Donc la première des choses que je donnerais comme conseil, c'est de trouver un domaine dans lequel on est heureux d'aller tous les matins se retrousser les manches. Quel conseil devrait-il éviter? Le conseil qui devrait être évité, c'est de choisir son activité professionnelle en raison du statut ou en raison de l'image de l'entreprise. On choisit une activité professionnelle pour l'activité qu'on va exercer et pour celle ou celui qui va être votre chef. Choisissez votre chef, ne choisissez pas votre métier. Entre choisir son chef et choisir son entreprise, il vaut mieux choisir un très bon chef dans une petite entreprise qu'une grande entreprise sans très bien connaître le chef. Parce que vous êtes tiré vers le haut par des personnes qui vous inspirent et vous pouvez facilement être tiré par le bas par des grands organismes qui vous méprisent. Est-ce que dans ma profession, il y a des attitudes que je trouve très contestables? La réponse est oui. Le monde des aéroports est un monde qui est en train de se professionnaliser, mais pendant longtemps, les collaborateurs des sociétés d'aéroports, quand c'était avec le client, c'était la compagnie aérienne et non pas le passager final. Et souvent, il y avait un mépris pour le client final et un mépris pour la personne humaine que j'ai toujours trouvé redoutable et que j'ai combattu. Qu'est-ce qui m'a permis de mieux dire non dans les 5 dernières années? Je ne dirais pas forcément dans les 5 dernières années, assez longtemps, j'avais lu le livre d'un très grand fonctionnaire qui s'appelle Bernard Eisenberg, qui expliquait que dès le milieu de sa vie, on lui avait proposé toutes sortes de responsabilités dans des comités, des associations, etc. et que finalement, il n'avait survécu qu'à force de dire non. Eh bien, je crois que la force qui peut nous être donnée de ne pas se disperser
et de ne pas accepter des missions qui ne sont pas à la hauteur des exigences intellectuelles et spirituelles qui sont les nôtres est un très grand privilège. Et c'est justement à force de travail que l'on peut discerner entre ce qui est digne de soi et ce qui l'est moins. Et quel critère utilisez-vous pour juger ce qui est digne de vous? Le critère est un critère qui est assez simple, qui est celui de savoir si on est heureux de faire quelque chose en soi, ou si on le fait pour d'autres raisons qui sont des raisons qui peuvent être moins avouables, qui en réalité ne justifient pas qu'on fasse telle ou telle chose. Le statut par exemple? Le statut, le prestige, l'argent. Non, d'abord, pour se remettre dans un bon état, la première des choses que je peux recommander, c'est une grande marche. Et si possible, une grande marche dans un endroit assez désert. Et ça contribue à remettre les idées en place pour une bonne moitié du problème. Et sinon, je crois qu'il faut toujours prendre le maximum de recul. Il faut toujours réaliser que finalement, assez peu de choses sont graves. Que dans une vie, si on arrive à faire 3 ou 4 choses bien, c'est déjà un grand maximum. Il ne faut surtout pas se frapper des petites contrariétés. La vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et la vie, c'est un peu comme une mer qui va et qui vient sur la plage. Le flux et le reflux règlent infiniment plus de problèmes qu'on ne peut imaginer. Alors, il y a 2 choses qui sont claires. Il ne faut évidemment pas chercher l'échec. Au contraire, il faut toujours chercher le succès. En revanche, le jour où l'échec survient, ça ne doit jamais être un drame, puisqu'il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent. Vous voyez, pendant ma scolarité à l'ENA, je crois être rentré dans les premiers, et au dernier moment, la dernière épreuve, j'ai eu la plus mauvaise note de toute l'école, qui m'a conduit à un classement de sortie qui n'était pas celui que j'aurais souhaité initialement. Sur le coup, j'étais mécontent. Et avec le recul, je me dis que ça a probablement été une chance, puisque en me conduisant dans un endroit auquel je ne serais pas spontanément allé, ça m'a conduit à investir dans des domaines professionnels de façon peut-être plus approfondie que je ne l'aurais fait, et ça m'a peut-être conduit à avoir une vie professionnelle plus riche que ça n'aurait été le cas si j'étais mieux sorti. Vous me demandez si, lorsqu'on a des mauvais résultats, lorsqu'on est un peu en situation d'échec, la situation est dramatique. Écoutez, non. Je pourrais vous citer plusieurs exemples, mais vous m'avez demandé d'être personnel, donc je vais être un peu impudique, mais moi j'ai eu mon bac dans des très mauvaises conditions, et ce jour-là, je me suis dit que j'allais désormais faire des choses qui m'intéressaient. Je suis rentré à Sciences Po, et je me suis mis à travailler, à investir dans un domaine qui me passionnait, l'histoire, l'économie, le droit. Et puis j'ai beaucoup travaillé, et à force de m'organiser, en étant heureux dans l'activité d'étudiant qui était la mienne, eh bien je suis rentré à l'ENA sans année de préparation, et du premier coup, probablement dans les 5 ou 10 premiers. Ce qui montre que, alors que en terminale, sur une classe d'âge de 500 000 bacheliers, je me situais peut-être au 300 millième rang, il m'a été possible, grâce au fait que j'étais heureux dans ce que je faisais, de renverser un peu la vapeur. Le passé ne préjuge aucunement du futur à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez et vous vous en donnez les moyens. Oui, vous m'avez demandé si je voulais rajouter quelque chose, et je regrette finalement dans cette interview de n'avoir eu l'occasion de raconter ni histoire drôle ni calembour. Parce qu'au fond, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'humour. Le fait de rire des autres, mais surtout de se rire de soi-même. Et une vie sans humour est quand même une vie assez largement ratée. Demandez si je me suis trouvé dans des situations embarrassantes dans ma vie, de très nombreuses. Très nombreuses, notamment quand j'ai voulu copier Jacques Chirac. Lorsque Jacques Chirac rencontrait quelqu'un, la plupart du temps, il ne se souvenait pas de son nom. Et il avait 2 formules pour lui demander son nom. Soit il lui disait « Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous » Alors la personne disait « Legrand », et il disait « Mais non, Legrand, je ne connais que ça, c'est votre prénom que je cherchais. » Et en fait, si une des personnes disait son prénom, il lui disait « Non, je ne connais que votre prénom, c'est votre nom que je cherchais. » Puis il y avait une autre méthode qui était de dire « Monsieur, oui, redites-moi l'orthographe de votre nom. » Et
un jour pris de court par une personne que je ne reconnaissais pas. Je lui ai dit, mais monsieur, redites-moi l'orthographe de votre nom. Et il me dit Jacob, J-A-C-O-B. Et la honte qui s'est emparée de moi ne m'a jamais quitté. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort.